c'est on a la possibilité de faire une déclaration d'insaisissabilité. Alors ça, j'y arrive jamais. La déclaration d'insaisissabilité, c'est une déclaration en fait dans laquelle que vous faites devant un notaire, sur laquelle vous pouvez protéger vos autres biens immobiliers autres que la résidence principale pour protéger votre patrimoine. Bon, par contre, vous ne protégerez jamais votre compte bancaire ou des biens mobiliers, c'est-à-dire que si l'entreprise a des difficultés financières, mais ça sera vous qui serez responsable solidairement de l'entreprise, et donc ça sera votre compte bancaire personnel qui servira à régler les dettes ou vos biens mobiliers qui sont saisis pour régler ces dettes-là. Dans la société, il n'y a pas ce problème-là, la responsabilité est limitée aux apports, donc au capital social. C'est-à-dire que si je mets 1000 euros en capital, eh bien, au pire des cas, si la société a des difficultés financières, je ne récupérerai pas mes 1000 euros, mais ça n'ira pas plus loin, sauf si, par exemple, et ça, Gilles peut vous en parler mieux que moi, sauf si on a un emprunt bancaire ou on est caution solidaire et que, bon, ben là, bien sûr, il faudra assumer cette solidarité vis-à-vis de ses créanciers. On a même ça aussi des fois au-delà des emprunts bancaires sur d'autres choses comme des crédits beaux, comme bon des choses comme ça. Mais généralement, hormis ça, on a une responsabilité qui est limitée à voilà, au capital social et qui est une grande différence. Après, ben, si il y a des dettes sans caution, ben, tant pis pour les fournisseurs, si la société peut pas les payer, ils pourront pas vous embêter personnellement. Donc ça, c'est la deuxième différence. Là, cette fois-ci, avantage à la société du coup. Dernier point, mais en fait c'est deux points qui se regroupent, c'est au niveau social et fiscal. La grosse différence, entreprise individuelle, elle est soumise à l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire que en gros, on prend vos produits moins vos charges, hors rémunération du dirigeant. Donc en fait, vous faites vos prélèvements, mais ils ne rentrent pas dans le cadre des charges de la société. Vous prélevez ce que vous voulez, hein. De toute façon, une confusion de patrimoine, on l'a dit, même si c'est un compte bancaire professionnel dédié. On fait produit moins charge, ça donne un résultat, et ce résultat il est soumis à l'impôt sur le revenu, parmi tous vos autres revenus de votre foyer fiscal, au barème progressif. Donc peu importe le montant que vous avez prélevé sur le compte bancaire professionnel, c'est le résultat de l'entreprise qui est imposé sur votre impôt sur le revenu. Donc des fois on peut se retrouver à payer un impôt sur le revenu sur quelque chose qu'on n'a pas touché vraiment personnellement sur son compte, puisqu'il suffit qu'on n'ait pas prélevé sur le compte bancaire de la société, et puis bah, voilà, on a même, on peut quand même avoir un bénéfice et être imposé dessus. Dans la société, c'est pas ça, on a alors pas dans les sociétés, alors ça dépend lesquelles, on a certaines qui peuvent être à l'impôt sur le revenu, mais la plupart, dans la plupart des cas aussi, c'est tout l'intérêt de la société, c'est de pouvoir aussi bénéficier du régime de l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés, c'est différent, on fait produit moins charge, toujours pareil, mais cette fois-ci, on inclut la rémunération du dirigeant dans les charges. Cette rémunération est soumise à l'impôt sur le revenu au barème progressif. Donc là, cette fois-ci, il y a vraiment que ce que vous avez perçu personnellement qui est imposé personnellement. Et ce résultat, il est imposé, donc produit moins charge, moins rémunération du dirigeant, et moins cotisation sociale liée à cette rémunération, est imposé à l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés, c'est 15% jusqu'à 38 120 euros de bénéfices et 33% au-delà. 33,33% pour être plus précis. Donc, ça peut être avantageux dans certains cas, déjà dans le sens où c'est un peu plus juste, dans le sens où vous avez, vous, personnellement, de l'impôt sur le revenu que sur ce que vous avez réellement perçu. Et idem, après, pour les cotisations sociales, pour faire le lien avec le deuxième point qui se regroupe, c'est que les cotisations sociales dans l'entreprise individuelle, c'est le résultat qui est soumis à cotisation sociale. Donc, de la même manière, vous allez payer des cotisations sociales sur votre résultat et non sur ce que vous avez réellement perçu. Dans la société, par contre, c'est comme pour l'impôt, vos cotisations sociales sont basées sur votre rémunération effectivement perçue. Donc, que ce soit le RSI ou le régime général selon la structure, sachant qu'on a aussi la possibilité de se verser des dividendes dans la société, et notamment dans les SAS où c'est plus avantageux. Et ça, c'est aussi un vrai avantage pour la société par rapport à l'entreprise individuelle qui va permettre de faire des optimisations fiscales. Dans l'entreprise individuelle, il n'y a pas vraiment d'optimisation fiscale en termes de rémunération du dirigeant. Le résultat est soumis à impôt sur revenu et cotisation sociale, peu importe ce que vous avez pris, de la manière dont vous l'avez pris. Donc, pas vraiment d'optimisation. La société, on va avoir soit on prend de la rémunération, soit on prend des dividendes, soit on a de la rémunération de travailleurs non salariés, soit de assimiler salariés. Bon, voilà, il y a des pistes d'optimisation. Donc là, avantage à la société, encore une fois, sur ça.
puisqu'il y a des pistes aussi d'optimisation par rapport à l'arbitrage entre impôt sur les sociétés et impôt sur le revenu. On va pouvoir arbitrer en disant est-ce qu'il faut que je prenne plus de rémunération pour diminuer mon résultat et avoir moins d'impôt sur les sociétés, ou est-ce qu'il faut que je prenne moins de rémunération pour pour payer plutôt de l'impôt sur les sociétés parce que mon taux d'impôt sur le revenu est plus élevé. Bon voilà. En gros, on va avoir un arbitrage entre impôt sur le revenu, mon taux d'impôt sur le revenu et mon taux d'impôt sur les sociétés. Euh, Ça, c'est un vrai arbitrage à faire qu'on peut faire dans la société. Donc, ça veut pas dire que dans la société c'est forcément mieux, mais au moins on a des arbitrages que l'on peut faire et on a toujours un petit peu la main là-dessus. Et là, encore une fois, donc avantage à la société. Donc concrètement, vous allez me dire lequel est le plus avantageux dans tout ça. On a vraiment des cas très différents selon les cas personnels de chacun. Ça dépend vraiment des cas. Ça va dépendre de votre nombre de parts fiscales dans votre foyer, qui va donc déterminer votre taux d'imposition à l'impôt sur le revenu. Ça va dépendre des particularités aussi de votre activité et des chiffres d'entreprise. Si j'ai des emprunts, des délais de paiement, des choses comme ça va faire autant de décalage entre le résultat et la trésorerie qui pourront expliquer le phénomène que je vous disais tout à l'heure, euh, qui est en fait j'ai un résultat plus important que ce que j'ai perçu personnellement, puisque j'ai des décalages dans ma trésorerie. Et donc j'ai pas pu prélever la totalité du résultat, puisque j'ai des produits et des charges dans mon résultat qui n'ont pas encore été encaissés. Et notamment, c'est le cas si on a des délais de paiement importants de nos clients, ou si on a un emprunt, puisqu'en fait l'emprunt on le décaisse du compte bancaire. Par contre, il passe pas le remboursement du capital de l'emprunt ne passe pas en charge dans les comptes, seulement les intérêts. Donc ça peut créer des décalages et expliquer tout ça. Donc au final, la société est, comme je vous disais, plus juste au niveau régime fiscal et social. Alors je mets juste entre guillemets parce que juste c'est dans le sens justice en fait. On a quelque chose qui correspond vraiment à ce qu'on a perçu, car l'impôt donc et les cotisations sociales sont payées sur un revenu réellement perçu. Et la société, elle permet aussi de multiplier les pistes d'optimisation de la rémunération du dirigeant, c'est-à-dire qu'on peut arbitrer entre dividendes, revenus TNS ou salariés, intérêt de compte courant aussi qui une liste d'optimisation dans la société si on a un compte courant important, des indemnités kilométriques de la même manière, des refacturations de loyer, voilà, plein de choses comme ça qui sont des arbitrages possibles dans la société qu'on n'a pas dans l'entreprise individuelle. Donc ça va dépendre vraiment des cas. On garde bien sûr dans les avantages de l'entreprise individuelle le faible coût d'administration juridique, que ce soit à la création ou en formalité juridique annuelle. Avant de parler des choix qui nous s'offrent à nous dans la société, on a entre les deux, je le mets en solution hybride, le IRL. Le IRL, c'est quoi? C'est un mix entre entreprise individuelle et société, puisque en fait, on a les avantages de l'entreprise individuelle au niveau du coût de fonctionnement, c'est-à-dire qu'on n'a pas, on a pas le besoin de rédiger les statuts, d'avoir un coût de création important, et on n'a pas de formalité juridique annuelle, l'assemblée générale à tenir, etc qui vont nous permettre de faire des économies à ce niveau-là. Mais on peut avoir deux avantages. La responsabilité limitée à ce qu'on a bien voulu affecter à l'activité professionnelle, enfin au patrimoine qu'on avait personnellement et qu'on a mis vraiment dans l'activité. Par exemple, j'ai un véhicule personnel que je vais utiliser dans le cadre de mon activité, je l'affecte et moi je serai responsable qu'à cette hauteur-là, c'est-à-dire que si l'entreprise a des difficultés financières, ben, il y aura que ce véhicule qui pourra servir à régler mes dettes et pas plus. Donc on a cette possibilité d'avoir cette responsabilité, la main sur la responsabilité. Et l'autre élément qui fait que c'est un mix, c'est qu'on a l'option possible, qui est révocable, attention, pour l'impôt sur les sociétés. C'est-à-dire qu'on aurait le même régime fiscal et social que dans une SARL, c'est-à-dire que ça serait que la rémunération du dirigeant qui serait imposée à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales. Donc le IRL, c'est vrai que c'est un mix intéressant entre les deux. Alors encore une fois, par contre, il faut être tout seul, hein, bien sûr. Ici, c'est pas quand on est plusieurs, mais le IRL, elle permet donc d'avoir cette responsabilité limitée, cette option à l'IS, donc ça c'est les avantages de la société, sans avoir les coûts un peu plus importants au niveau des formalités juridiques. Et on a la possibilité de se verser des dividendes, mais bon, c'est quand même limité parce que c'est un peu comme dans la SARL, c'est que c'est non soumis à cotisation sociale que dans la limite de 10% du patrimoine affecté ou du résultat. Donc du coup c'est assez limité généralement. Enfin après on peut se les prendre, hein, mais le problème c'est qu'on va avoir des cotisations sociales dessus qui vont faire que ça sera pas avantageux au niveau du coût global, fiscal et social. Donc voilà, cette solution hybride de l'IRL peut être intéressante dans certains cas.
Si on revient sur l'aspect société, donc j'ai fait mon choix entre entreprise individuelle et société. Bah, imaginons par exemple, on est plusieurs tout simplement, je pense société, ou parce que mon projet s'y porte plus, on part sur société. Maintenant, il va falloir choisir la structure, vraiment le type de société. Bon, les grands choix qui s'offrent à nous, généralement, c'est SARL ou SAS, puisque je vous parle pas des autres, ou généralement, qui sont plus rares, parce que avec des spécificités un peu plus complexes, dans le sens où une SA, par exemple, c'est réservé aux grosses entreprises, puisqu'il faut avoir au moins 7 associés, avec un capital minimum de 30 et quelques mille euros, avec un conseil d'administration, bon, plein de choses comme ça qui font que bon, c'est pour les grosses entreprises, pas généralement la création. Et puis après, on a les sociétés civiles, je parle pas non plus, j'en parle pas non plus. Donc bon, on a SRL, SAS qui représentent la plupart des entreprises françaises. Donc, quelle est la grosse différence entre les deux? C'est le statut du dirigeant. Au niveau fiscal, on a la même chose, c'est-à-dire que on est généralement à l'IS, sauf la SASU qui peut, c'est-à-dire si on est tout seul, on peut opter à l'IR pendant 5 ans, et l'EURL aussi, et par défaut à l'IR, après on peut opter à l'IS, mais dans les deux cas, on peut avoir de l'IS ou de l'IS, et généralement c'est l'IS. Donc au niveau fiscal, pas de souci. Par contre, la vraie différence, c'est au niveau social, et donc au niveau du coût social. La SARL, vous allez être travailleur non salarié. Donc, si vous êtes gérant majoritaire en tout cas. Donc, ce qui est généralement le cas. Donc, dans la SARL, vous allez cotiser au RSI, c'est la Caisse sociale des indépendants, qui va généralement vous appeler des cotisations qui vont être aux alentours de 45% de la rémunération que vous avez effectivement perçue, net, vraiment de votre poche. Donc, concrètement, je perçois 10 000 euros dans l'année, et bien je vais du coup verser 4 500 euros en plus de cotisation au RSI. Donc je vais avoir un coût global de 14 500 euros. Dans la SAS, c'est différent, on est assimilé salarié. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir un bulletin de salaire, bon, pas de contrat de travail pour autant, parce que tant qu'on est mandataire social, en tout cas, c'est le statut qui font office de contrat de travail. Et puis, mais on va avoir le même régime qu'un salarié, c'est-à-dire cotisation à l'URSSAF, à une caisse de retraite, à la prévoyance, et puis, du coup, des cotisations salariales patronales qui vont faire que, du coup, par contre, le coût des cotisations sociales va être beaucoup plus important sur un salaire, en tout cas. Et là, on monte à 80% au lieu de 45%. Donc, pour avoir 10 000 euros net dans votre poche, cette fois-ci, vous allez payer en plus, la société va payer 8 000 euros de cotisation sociale. Donc là, au lieu d'avoir un coût global 14 500, on va avoir un coût global de 18 000. Donc la SAS, en tout cas pour ce qui est du salaire, coûte beaucoup plus cher. Même si c'est à faut le tempérer ce fait-là du fait que dans la SAS vous allez cotiser un tout petit peu plus à la retraite et à la prévoyance, avoir une cotisation, enfin une prestation un peu plus large à ce niveau-là. Euh, Par contre, l'avantage quand même de la CRL, donc qui reste à ce niveau-là, c'est que déjà si on prend du salaire, on a une cotisation beaucoup plus faible. Et on a un simplicité, un coût de la rémunération qui est aussi, un coût de la rémunération plus faible, parce qu'on n'a pas à faire de bulletin de salaire. Après, je dis simplicité, mais d'un autre côté, c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que c'est simplicité dans le sens où on n'a pas à faire de bulletin de salaire, des déclarations à l'URSSAF, que ce soit mensuel ou trimestriel, etc. Qui est le cas dans l'SS. Par contre, c'est pas si simple parce que si certains connaissent aussi le système du RSI, c'est quand même un système un peu complexe, un peu décrié parfois. Un peu pourquoi? Parce qu'il est, à mon sens, un peu piège et un peu moins performant, puisque en fait le RSI il vous appelle les cotisations forfaitaires tout au long de l'année, et c'est que quand il connaît votre rémunération définitive qui intervient l'année d'après, au moment de la déclaration sociale des indépendants, qui va vous appeler votre régularisation sur l'année, qui va donc intervenir sur concrètement je vous prends un exemple, la rémunération 2015 on la déclare en mai 2016. Le RSI va calculer la régularisation sur l'été 2016 et vous appelez du coup cette régularisation à payer sur le deuxième semestre 2016. Donc concrètement environ un an après. Et c'est un peu piège dans le sens où les premières années il ne connaît pas encore votre rémunération, il vous appelle les cotisations forfaitaires. Et l'année où vous connaissez votre rémunération définitive, il va vous appeler une régularisation qui peut être importante si vous avez perçu un salaire important. Et du coup les entrepreneurs n'ont pas tout le temps prévu et anticiper cette régularisation et ils n'ont pas forcément la trésorerie nécessaire pour régler, sachant qu'il y a les cotisations forfaitaires qui du coup ont été ajustées entre temps en fonction de la nouvelle rémunération, donc courent en même temps les cotisations forfaitaires et les régularisations, et ça fait des montants importants à payer si on les a pas prévus. Donc après, si vous êtes un bon gestionnaire
prévoyant et que j'ai plein de clients qui font ça, vous ouvrez un deuxième compte, par exemple un compte voilà, d'excédent, des comptes professionnels d'excédent qui sont en plus un petit peu rémunérés, sur lequel vous placez tous les mois la moitié de votre rémunération que vous percevez. Ça, c'est un bon moyen d'avoir de mettre de côté pour au moment de payer les cotisations RSI, d'être tranquille entre guillemets, parce que vous avez mis l'argent, la trésorerie nécessaire de côté. Pour pas se faire piéger, c'est intéressant comme fonctionnement, mais c'est sûr que c'est un peu plus complexe parce que dans les SAS, en étant salarié, ben, c'est tous les trimestres, l'URSSAF, on déclare, vous avez à payer et c'est pas compliqué, il y a plus, après c'est réglé. Donc ça c'est la première grosse différence entre les deux. Toujours sur l'aspect social, c'est que par contre dans la SARL, vous n'allez pas avoir de si vous prenez pas de rémunération, vous avez quand même des cotisations sociales. Dans la SAS, pas de rémunération, pas de cotisation. Bon, par contre, pas de rémunération, pas de cotisation, pas de prestations sociales non plus. Donc, à faire attention à ça. Par contre, dans la SARL, vous êtes obligé de cotiser même si vous percevez pas de rémunération pour avoir une couverture sociale. Et donc, on a un minimum à payer au RSI, même quand on n'est pas rémunéré, notamment les premières années, qui, bon, selon les situations, qui peut monter jusqu'à 3 000 euros. Alors, j'ai dit entre 1 000 et 3 000 euros selon votre situation, parce que il y en a qui bénéficient de l'ACRE, où là, on va devoir juste à payer la CSG et CRDS, on est plutôt autour de 1 000 euros. Quand on ne bénéficie d'aucun abattement, on peut monter jusqu'à 3 000 euros. Donc c'est sûr que quand on ne prend pas de rémunération, c'est un peu le, le, l'inconvénient de la SRL, c'est de payer ses cotisations sociales forfaitaires minimum. Voilà sur ça. Donc la SAS, une protection sociale un peu plus complète. Mais l'avantage de la SAS, c'est qu'on n'est pas obligé de se verser du salaire uniquement, on peut jouer sur les dividendes. Dans la SRL, je l'ai dit tout à l'heure, les dividendes vont être soumis à cotisation sociale, donc au RSI, si on perçoit si on perçoit des dividendes supérieurs à 10% du capital. Dans la SAS, c'est pas le cas. Dans la SAS, on n'a pas de cotisation sociale sur les dividendes, seulement de l'impôt sur le revenu. Et donc, c'est un régime qui est très avantageux encore aujourd'hui, tant qu'il nous le permet. Cependant, il faut déjà pouvoir se verser les dividendes, c'est-à-dire qu'il faut avoir un bénéfice. Voilà, ce qui n'est pas toujours évident. Et pour avoir ce bénéfice, ce qui veut dire qu'il ne faut pas avoir pris trop de rémunération, voire pas de rémunération en cours d'année. Donc il faut pouvoir se permettre de ne pas prendre de rémunération durant l'année pour pouvoir attendre la fin de l'année pour avoir de dividendes. Ce qui est faisable souvent dans le cas où vous êtes demandeur d'emploi par exemple, vous créez une entreprise, vous bénéficiez du maintien de salaire pendant 18 mois, admettons. Et donc pendant ces 18 mois, vous n'allez pas avoir besoin de prélever de rémunération dans l'entreprise. Vous pouvez du coup générer du bénéfice, et ensuite vous versez des dividendes qui vont vous permettre en fait de vivre après l'année d'après. C'est pour ça qu'il faut arriver à créer une année de décalage pour que les dividendes soient intéressants. C'est-à-dire que concrètement, euh, je génère un bénéfice, admettons, de 12 000 euros, j'ai décidé de me les distribuer, je peux très bien ces 12 000 euros après me les verser, ça va alimenter mon compte courant d'associé et me les verser 1 000 euros par mois sur l'année d'après, ce qui peut me faire une source de rémunération, et compléter pour pouvoir bénéficier d'une protection sociale par un salaire minimum qui est aux alentours de 500-600 euros brut par mois, donc qui vous permet d'avoir une protection sociale. Souvent, on joue sur ces deux tableaux et là, on a une rémunération optimale dans la SAS. Mais la SAS a l'inconvénient qu'il faut pouvoir attendre de générer du bénéfice et donc des dividendes et donc pendant ce temps-là, d'avoir d'autres sources de revenus. Ça, c'est important. Donc SAS, c'est plutôt dans ce cas-là. Par contre, on a l'inconvénient d'avoir, donc on a dit le coût d'établissement des bulletins de salaire, et si on prend du salaire, on a un coût de cotisation très important. Je vois d'ailleurs quelqu'un qui a réagi en me disant la différence entre taux de cotisation sociale entre RSI et URSSAF est quand même importante. Oui, c'est très important puisque on a cet aspect cotisation sociale plus patronale. Pour faire simple, en fait, quand vous êtes au RSI, vous avez que l'équivalent des cotisations patronales et on n'a pas ces doublons-là. Ce qui est en plus embêtant, c'est que on a une protection un peu complète au niveau de la SS en termes de retraite et de prévoyance, je vous le disais. Par contre, au niveau de la sécurité sociale purement de la donc maladie, maternité, etc. Là, il n'y a pas de différence, donc vous allez cotiser beaucoup plus pour peu de prestations supplémentaires. C'est pas parce que vous cotisez plus que vous serez remboursé mieux chez le médecin, etc. Hein, c'est tout pareil. Donc c'est ça qui est un petit peu embêtant.
Pour finir là sur ce comparatif, on a au niveau juridique ensuite une différence, c'est qu'on a plus de rigidité au niveau de la SARL, cette fois-ci gros avantage à la SAS puisqu'elle est beaucoup plus souple au niveau juridique, que ce soit au niveau de la création de la liberté statutaire ou en cas de cession d'actions. Si on veut céder des actions dans la SAS, c'est très simple. Dans la SRL, c'est plus complexe puisqu'il faut faire une assemblée générale avec des agréments, des clauses qui sont un petit peu obligatoires et un peu complexes. Donc la SAS est beaucoup plus souple à ce niveau-là. Donc concrètement, si on fait le point sur tout ça, pour finir, entre SAS et SRL, voilà, il n'y a pas de solution standard optimale. Ça dépend vraiment de la situation de chacun, c'est ce que je vous disais. On va choisir plutôt la SAS quand on a une structure qui va être évolutive au niveau du capital. Je vous le disais, pour la souplesse juridique, si vous dites aujourd'hui je me lance tout seul, mais par contre je sais que je vais faire rentrer des actionnaires dans 6 mois et je vais faire une levée de fonds l'année prochaine et voilà, etc. La SAS peut être avantageuse parce que elle va avoir cette liberté statutaire dans le sens où je vais pouvoir par exemple dire moi j'ai apporté 10 000 euros, je vais faire rentrer des actionnaires qui vont apporter 50 000 euros, mais moi par contre je vais garder la majorité des droits de vote. Ça dans les SAS faisable, dans les SRL beaucoup plus compliqué, voire impossible. Et puis au-delà de ça, je veux que ça soit très simple, que ça aille très vite quand je vais faire un truc d'actionnaire, que j'ai pas besoin de faire une assemblée générale et plein d'autres choses. Donc ça, la SAS va être plutôt à privilégier dans ces sens-là. Si on est salarié en parallèle d'une autre société, qu'on crée une société dont on n'a pas forcément, on le crée, on le fait comme ça. Pour l'instant, on sait pas trop où ça va, on va pas se verser de rémunération, on le fait pas pour gagner de l'argent. La SAS va être aussi plus avantageuse parce qu'on va pas payer les cotisations minimum forfaitaires au RSI comme je vous disais tout à l'heure. On va, tant qu'on prend pas de rémunération, on n'aura pas de charge. Éventuellement, on pourra percevoir des dividendes. Et puis, c'est surtout la grosse différence, c'est que si on est déjà salarié, on cotise déjà à la sécurité sociale, on a déjà des prestations sociales puisqu'on est salarié. Donc ça sert à rien d'aller payer deux fois en étant TNS et donc en cotisant dans le vide entre guillemets puisqu'on va cotiser deux fois mais on n'aura pas deux fois plus de prestations sociales comme je disais tout à l'heure. Donc là, ça sera clairement cotisé dans le vide, plutôt voir ça comme une taxe. Donc la c'est plus intéressant dans ce sens-là. Et de la même manière pour les dirigeants qui bénéficient des aides au retour d'emploi et qui ont ou qui ont de l'épargne. Bon, alors l'épargne c'est vraiment à mettre entre guillemets, mais c'est plutôt sur l'aide au retour à l'emploi où c'est intéressant parce que voilà, comme je disais tout à l'heure, on a des indemnités pour l'emploi, ça va nous permettre de bénéficier de sources de revenus qui vont nous permettre de vivre en attendant de pouvoir générer des dividendes. Et puis en plus, au-delà de ça, tant qu'on est inscrit à Pôle emploi, on a une sécurité sociale qui nous permet de ne pas avoir à se verser de salaire pour cotiser. Et même un an après la fin de ses droits, on a encore une protection au niveau de grâce à Pôle emploi. La SRL donc va plutôt être choisie quand on a besoin d'une rémunération immédiate. Donc on n'a pas d'autre source de revenus, on sait que dès le début ça va marcher, on va pouvoir se prendre une rémunération. Là plutôt SRL parce qu'on a vu c'est 45 contre 80, donc le choix est assez rapide. Et puis quand on n'a pas d'évolution juridique envisagée, on sait que voilà ça va rester comme ça au niveau de la structure juridique. Bon, mais pas besoin forcément d'aller sur la SS pour rien. Donc la SRL va être un peu plus adaptée dans ces cas-là. Je réponds juste à une petite question tant que je la vois parce que c'est assez rapide. Y a-t-il un montant minimum requis pour le capital d'une SS? Non. Que ce soit pour la SS ou la SARL, il n'y a pas de montant minimum de capital. Il y a juste la SA et après bon certaines sociétés dont je rentre pas dans le détail, SCA, etc. qui ont des capitaux minimums, mais SAS, SARL, il n'y a pas de capital minimum. Ça peut être 1 euro, même si c'est fortement déconseillé. Et pour plein de raisons, hein, pour des raisons de crédibilité, d'engagement, de responsabilité, voilà, d'engagement, notamment, Gilles vous dira la même chose vis-à-vis d'une banque, par exemple, ça permet de matérialiser le capital social aussi, son engagement que l'on a vis-à-vis du projet en disant mais j'y crois parce que je suis prêt à mettre voilà, je suis prêt à mettre en euros. Si on arrive, je pense que sur la partie convaincre banquier, Gilles vous le dira aussi, si on arrive en disant bon moi je veux faire un emprunt de 50 000 euros, par contre moi j'ai mis qu'1 euro dans le capital parce que bon j'y crois, ça veut dire clairement j'y crois pas trop. Bon, c'est pas très sérieux. Voilà pour la partie statut juridique. Pour faire la transition sur le financement, comme je disais tout à l'heure, on va parler un petit peu du business plan. Et moi, je voulais vous parler un petit peu de comment on fait un business plan, pourquoi on en fait un déjà, et comment ça se fait. Donc pourquoi on fait un business plan? Déjà, la plupart du temps, c'est pour obtenir un financement quand même.
après en avoir déterminé le montant, mais c'est bien sûr d'obtenir un financement et de pouvoir s'assurer qu'on pourra rembourser ce financement grâce aux ressources que va générer l'entreprise. Ensuite, c'est aussi, bien sûr, c'est analyser aussi au passage du coup la rentabilité, la faisabilité du projet. Des fois, on en fait aussi pas forcément quand il y a un financement en face. C'est pour voir si le projet est viable, bien sûr. Donc, ça va permettre de voir, d'analyser la rentabilité du projet, voir si c'est viable, si on va pas dans le mur. Ensuite, se fixer des objectifs aussi à travers ce business plan en disant bon, on a un seuil de rentabilité à temps, donc il faut qu'on arrive à tel chiffre d'affaires par exemple pour être rentable, définir un budget, voilà, pour pouvoir comparer le budget réalisé. Et puis attirer des investisseurs parce que les financements c'est pas forcément bancaire, ça peut être avec des investisseurs autres, donc ça peut être aussi l'objet d'un business plan. Comment ça se fait concrètement? Il va falloir définir un certain nombre de choses déjà dans un premier temps pour pouvoir aller plus loin. Ces choses-là, vous êtes les seuls à même de pouvoir les définir en tant que porteur de projet. Donc ces choses-là, il y en a 5. C'est déjà les besoins de financement. Donc en gros, qu'est-ce que je vais avoir besoin de financer déjà dès le départ de mon activité. C'est-à-dire que sans ça, je ne peux pas commencer. Quels sont les investissements nécessaires? Donc ça peut être du matériel, ça peut être des frais de création, ça peut être de la publicité initiale, ça peut être voilà plein de choses comme ça qui vont nous permettre des aménagements dans un local. Bon. En gros, c'est je ne peux pas commencer mon activité tant que je n'ai pas fait ça. Ces investissements-là. Ces investissements, ils vont être financés par des ressources. Donc c'est là qu'entre en compte tout ce qui est financement, que ce soit bancaire, que ce soit par les investisseurs, que ce soit un apport personnel aussi, bien sûr, comme on le disait tout à l'heure, à travers le capital, mais aussi les comptes courants. Je reviens sur le capital social minimum. C'est pas pour autant qu'il faut mettre tout votre apport en capital. Il faut aussi bénéficier de ce qu'on appelle le compte courant d'associé pour aussi pouvoir récupérer son argent, son investissement, potentiellement aussi un peu plus rapidement. Euh, Ensuite, il faut déterminer bien sûr les charges que l'on va avoir dans le cadre de son activité, les charges fixes, un loyer, de l'assurance, de la publicité, du téléphone, des frais bancaires, des frais de comptable, voilà, plein de choses comme ça qui vont venir euh, dont on n'aura pas le choix en fait concrètement d'engager, peu importe notre chiffre d'affaires. Ensuite, on va déterminer le chiffre d'affaires ou au moins, en tout cas, le panier moyen que l'on a pour pouvoir déterminer un de rentabilité en volume, qui va nous donner une idée de voir est-ce que c'est faisable ou pas. Et puis ensuite, déterminer la masse salariale que l'on va avoir si on a l'intention en tout cas d'embaucher, on a besoin en tout cas de salariés dans le cadre de son activité. Si on est sur une activité aussi de vente, il va falloir déterminer sa marge dans le chiffre d'affaires. Avec le chiffre d'affaires, c'est-à-dire que on a une, une marge à déterminer en disant quand je vends 100, il faut en amont que j'achète je sais pas 30 de marchandises, c'est-à-dire que du coup j'ai 70% de marge, il me reste 70 après avoir vendu ma marchandise. Ça c'est un aspect très important aussi. Quand vous avez déterminé tout ça, vous pouvez vous rapprocher d'un expert comptable qui va vous établir et vous accompagner. Déjà, vous valider tout ce que vous avez déterminé, vous aider à valider les derniers points, à vous dire ça c'est cohérent, ça ne l'est pas et puis qui après pourra, à partir de tous ces éléments, vous établir un prévisionnel complet avec un bilan, un compte de résultat, un plan de trésorerie prévisionnel, un plan de financement et tout ce qui s'ensuit. Voilà, avant de passer la parole à Gilles, juste je réponds à la question aussi rapidement. Pour une SS, est-ce une bonne solution de demander la transparence fiscale? Donc pour traduire un petit peu, transparence fiscale, concrètement, c'est en gros opter pour l'impôt sur le revenu. Comme on disait tout à l'heure, c'est une option qui est valable 5 ans. Est-ce une bonne solution? C'est au cas par cas, encore une fois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises solutions. Si vous optez donc pour la transparence fiscale et donc l'impôt sur le revenu, ça sera ce qu'on disait tout à l'heure, c'est votre résultat qui sera imposé à l'impôt sur le revenu et non à l'impôt sur les sociétés. Ça peut être intéressant, pourquoi pas dans certains cas, sachant que l'option est limitée à 5 ans aussi, et qu'il faut faire les calculs. Il faut faire les calculs déjà, quel est votre taux d'imposition à l'impôt sur le revenu personnel, est-ce que vous avez généré du déficit ou un bénéfice, bon, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Le mieux c'est de faire une simulation avec un expert comptable pour qu'il vous dise, puisse vous dire oui ça vaut le coup ou non.
Ça peut être une bonne solution dans certains cas, c'est très très rare, je vous avoue, cette option, sachant que je rappelle, il faut être forcément en SASU, donc tout seul dans la SAS unipersonnel pour pouvoir opter, et que ça dure 5 ans. Voilà, je passe la parole à Gilles pour la suite du business plan du coup qu'il va falloir maintenant financer. Merci Mathieu, c'était une explication très très claire et très pertinente. Donc, je vais essayer de faire de même en fait sur la partie qui me concerne. J'ai vu qu'il y a un certain nombre d'internautes qui nous ont rejoints, donc très rapidement je vais me représenter. Donc je m'appelle Gilles Bronin, je travaille à BPCE pour le réseau des caisses d'épargne et j'ai en charge l'offre crédit pour le marché des professionnels. Donc le marché des professionnels à la caisse d'épargne, c'est essentiellement les commerçants, les artisans, les professions libérales, les TPE et le commerce sous enseigne. Donc aujourd'hui, je suis responsable de l'offre, mais antérieurement, en fait, j'ai travaillé dans le réseau d'agences. J'ai été chargé de clientèle et puis directeur d'agence. Voilà pour la présentation rapide. Les trois sujets que je vais aborder rapidement, une petite demi-heure. Le premier sujet, qui est comment calculer votre fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement de votre entreprise dans le cadre de sa création. Le deuxième sujet, qui est un peu de démystifier un petit peu l'entretien qu'on a avec le banquier quand on va présenter son projet d'entreprise. Donc, je reviendrai sur ce sujet-là. Et le troisième thème, découvrir les grandes familles de crédit, donc, que j'évoquerai rapidement, ainsi que, alors je ne sais pas si je vais aussi bien le prononcer que Mathieu, mais parler de l'insaisissabilité des biens, notamment avec les garanties. J'ai un peu écorché le mot, donc un point partout, Mathieu. Ça va. Voilà. Sans tarder, en fait, je vais parler du besoin en fonds de roulement. Donc, le besoin en fonds de roulement, comme l'évoquait Mathieu, en fait, il fait partie du business plan et il est intégré. Il faut penser à l'intégrer dans son plan de financement. On vient de voir en fait que le plan de financement est construit de la manière suivante, ce qui a expliqué Mathieu. D'un côté, ce qu'il faut financer et de l'autre côté, comment on le finance. Le crédit, l'apport, et après l'apport, comment on le met, soit en capital social ou en compte courant, comme il a été évoqué tout à l'heure, qui permet notamment de récupérer, quand son crédit est payé, notamment ses comptes courants qu'on a pu mettre dans l'entreprise. En termes de jargon, nous, on emploie le terme jargon de comptable ou de banquier, on emploie ce terme d'emploi ressources. Donc, il est important que ces sommes, à chaque fois, soient équilibrées. Je anticipe un petit peu le slide suivant. Donc, je vais revenir sur le plan de financement. Il faut, dans le cadre de la création d'une entreprise, l'estimer à sa juste valeur. Et ça, c'est pas toujours très simple. On va voir tout de suite pourquoi. Alors peut-être pour commencer, deux définitions sur le fonds de roulement, expliquer un petit peu ce que c'est que le fonds de roulement pour mieux le comprendre, le visualiser. Sur une entreprise qui est en création, je dirais, pour expliquer les choses simplement, c'est en fait ce fonds de roulement, c'est l'argent nécessaire en fait pour faire face aux sorties courantes avant que le chiffre d'affaires et le bénéfice lié à l'activité soient suffisants pour y faire face. Et on voit bien que plus le développement de l'entreprise est lent, plus ce fonds de roulement sera important. En fait, si on veut donner un petit peu une image, c'est d'avoir un petit matelas de réserve suffisant de trésorerie pour faire face au délai de rentrée d'argent suite au lancement de son entreprise. Ces rentrées d'argent aussi, elles sont souvent accentuées par le délai en fait de paiement qu'on accorde à ses propres clients. Pour illustrer, dans le cadre de la création d'entreprise, en fait, c'est quoi ces dépenses En fait, c'est les premières factures, c'est le matériel, la fourniture, les matières premières, les consommables. Ça peut être aussi les dépenses courantes, les frais de déplacement, la rémunération du salarié, s'il y a des salariés, ou même la rémunération éventuelle du dirigeant. Donc, on voit plus le temps de lancement de l'entreprise est long, plus ce fonds de roulement est important, mais c'est aussi la difficulté de pouvoir, en amont, pouvoir le quantifier. Alors, on sait souvent quels sont les éléments constitutifs du fonds de roulement, c'est les éléments que je viens d'évoquer tout de suite, mais après, pour donner un chiffre sur ces éléments-là, c'est plus difficile.
On voit que pour une activité de service, la situation en fait est différente si déjà on a des bons de commande dans sa création d'entreprise, où là nécessairement il y aura des rentrées d'argent qui seront plus rapides et qui permettront en fait de faire face à ces premières échéances. Alors, je suis banquier, donc la posture du banquier par rapport au financement du besoin en fonds de roulement, alors je vous cache pas que c'est quelque chose en fait que nous on n'aime pas souvent financer parce que en fait on n'arrive pas à l'apprécier, à le quantifier. Et souvent dans les projets, on demande souvent on fait un crédit, mais souvent le besoin en fonds de roulement, il est financé par l'apport du créateur d'entreprise. Après, définir un montant, alors j'imagine la question que vous pouvez me poser, c'est quel montant du fonds de roulement dans le cadre d'une création d'entreprise. Je dirais que sur une entreprise, à peu près entre 5%, 5 à 8%, c'est-à-dire que sur un projet de 100 000 euros, si on a 5 à 8 000 euros en fait de fonds de roulement, je pense que ça peut être une bonne échelle de valeur pour ce fonds de roulement. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire dans le cadre de la création d'entreprise sur le fonds de roulement. Après, il y a le deuxième cas où en fait le fonds de roulement, en fait, il sera toujours présent et toujours nécessaire à l'entreprise, notamment quand une entreprise est en situation de croisière entre guillemets, où elle a déjà trouvé ses clients. En fait, pour illustrer ce besoin en fonds de roulement, en fait, vous en tant que chef d'entreprise, vous accordez en fait des délais à vos clients pour vous régler, et en face, bien sûr, vos fournisseurs vous accordent des délais aussi pour régler vos factures. Et si en fait vous accordez plus de délais à vos clients que vos fournisseurs vous en accordent, il y a un moment, il faut pouvoir assurer cette transition. Donc, ce matelas de trésorerie peut permettre d'assurer en fait ce fonds de roulement. Après, je vais venir. Il y a d'autres solutions bancaires pour pouvoir faire face à ce besoin en roulement. Notamment, on peut demander une facilité de caisse lors de la création de votre entreprise. Alors, les conséquences d'un fonds de roulement sous-estimé. Alors, en fait, ce que j'ai expliqué, et je pense que vous pouvez visualiser très, très aisément, en fait, c'est dès lors que vous avez de la trésorerie, dans un premier temps, c'est cette trésorerie en fait qui sert à payer vos factures. Et puis après, quand il n'y a plus de trésorerie, c'est un compte qui part en débit. Et si vous n'avez pas prévu une facilité de caisse, très rapidement, votre banquier va vous appeler pour savoir, pour connaître la raison de connaître la raison en fait de ce découvert, de ces débits en compte. Donc c'est pour ça qu'il est important quand on est en création d'entreprise d'anticiper et parfois de demander une facilité de caisse à titre de sécurité. Les causes. Alors les causes de cette besoin de trésorerie, en fait ce besoin en fonds de roulement, ça peut être, alors en fait les raisons sont multiples. Souvent ce n'est pas une raison mais plusieurs raisons qui se conjuguent. Ça peut être les variations qui sont liées à l'activité saisonnière. Donc là, nécessairement, on a le besoin en fonds de roulement est plus important. Un temps de production ou de fabrication qui est long. Donc on fabrique, mais on n'a pas encore facturé et on n'a pas encore les rentrées d'argent. Donc les entreprises qui sont sur des délais de fabrication longs, il y a un besoin en fonds de roulement plus important. Un temps, dans le cadre de la création d'entreprise lié au développement de l'entreprise, à avoir émettre ses premières factures, avoir ses premiers règlements. Ça, c'est une deuxième raison. Le gonflement des stocks aussi. Des fois, quand on surstocke, en fait, on puise en fait dans ces ressources de l'entreprise. Ça peut être aussi dans le cadre de la création d'entreprise des investissements non prévus ou oubliés. Donc là, c'est important, comme le soulignait Mathieu, de pouvoir, dans le cadre de la construction de son plan de financement, de bien identifier toutes les choses qu'on aura besoin de financer dans le cadre de son projet de création d'entreprise. Après, ça peut être aussi une raison en fait qui est là un peu plus embêtante. En fait, ça serait un chiffre d'affaires insuffisant par rapport à son investissement global, ou une rentabilité trop faible qui serait due à un manque de marge, en fait, qui ne permettrait pas en fait de rembourser à terme ou dans le temps et dégager suffisamment de rentabilité pour faire face à l'ensemble de ces charges. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur les causes, sur les solutions. Donc sur les solutions, là je vais faire le lien avec ce que disait Mathieu tout à l'heure.
En fait, faire une entreprise avec un capital social à 1 euro, c'est bien, mais c'est bien sur le papier. Mais par contre, on voit dès qu'il y a un petit peu un vent de face, dès lors qu'il y a un problème un petit peu de trésorerie, ben, l'argent qu'on a mis dans l'entreprise, si on met 1 euro, on va pas pouvoir faire face longtemps. Donc, il est important d'avoir un capital social suffisamment important pour pouvoir faire face à des éventuels besoins en trésorerie dans le cadre du développement de son activité. Alors après, l'arbitrage peut se faire entre capital social et fonds propres. Donc là, il y a une juste mesure, un juste échange à avoir avec son expert comptable. L'avantage des comptes courants, c'est de permettre rapidement de récupérer les fonds qu'on a pu mettre dans l'entreprise. Les solutions, si on est actionnaire ou si on a des actionnaires, ben, c'est de pouvoir faire un apport complémentaire. Donc cet apport se fera en courant, mais ça nécessite que en fait la personne qui puisse faire un apport soit actionnaire. Ce qui permet au fil de temps, si en fait à un moment on a besoin de trésorerie, remettre de la trésorerie à titre personnel dans l'entreprise et de le récupérer, parce qu'on peut bien sûr récupérer ses comptes courants dès lors que l'entreprise a suffisamment de trésorerie pour pouvoir faire face à ses demandes. Autre chose, on peut aussi, alors ce qu'on aime un petit peu moins, mais si on a fait l'action par exemple d'un matériel, d'un véhicule, on peut toujours, dans un délai de temps assez court, pouvoir demander auprès de son banquier un post-financement. Après, sur des entreprises qui sont développées depuis un certain temps, il y a toujours la possibilité de faire un prêt moyen terme, en fait, qui permet de consolider en fait les fonds propres de l'entreprise. Voilà un petit peu ce que je voulais dire sur le premier terme, le fonds de roulement et le besoin de fonds de roulement. N'hésitez pas à poser des questions, hein. Le chat est ouvert, j'essaierai d'y répondre. Après, le deuxième thème qui était convaincre son banquier. Donc là, on est dans la situation où en fait, vous avez rencontré votre comptable, vous avez pu tester la robustesse de votre projet et en fait, voilà, vous allez présenter votre projet dans votre établissement bancaire. D'un point de vue pratico-pratique, qu'est-ce que je peux dire, et d'un point de vue logistique, ça nécessite bien sûr un entretien en face à face. Hein, on peut pas encore, alors peut-être demain, mais solliciter une demande de vie pour un projet de création d'entreprise, comme on le fait là, avec la technologie moderne de communication, style un webinaire, c'est pas encore le cas. Donc ça nécessite bien sûr d'aller rencontrer un chargé de clientèle. Donc un chargé de clientèle qui est dédié au marché des professionnels ou des entreprises, et non pas son chargé de clientèle qu'on a à titre particulier qui gère ses affaires personnelles. Ça demande d'autres compétences, une approche du risque différente. Chaque métier a ses spécificités et il est bon en fait de s'assurer que la personne que vous allez rencontrer en fait a ses compétences. Alors ça peut être dans la même agence, mais c'est souvent pas la même personne. Si vous étiez salarié, c'est surtout pas la même personne, ou sans doute pas, parce que parfois certains directeurs d'agence ont la double casquette ou la double compétence, mais il faut s'assurer que en fait la personne que vous avez, votre interlocuteur, maîtrise bien ce marché des professionnels. Vous avez décidé, vous allez voir votre banquier. Je dirais que c'est un entretien pas tasse de thé entre guillemets, donc il faut que vous ayez pu tester la robustesse de votre dossier. Donc tester la robustesse de votre dossier avec un expert comptable, hein. C'est important en fait qu'il puisse vous accompagner dans la constitution de votre business plan. Lors de l'entretien, c'est quelque chose de très simple, hein. Il ne faut pas essayer en fait de singer sans que ce soit péjoratif le discours d'un expert comptable ou d'un banquier, mais il faut utiliser son propre vocabulaire, mettre en avant ses propres compétences dans le cadre de son projet de création d'entreprise. Les pièces à fournir, alors là c'est souvent un petit peu pénible pour le demandeur, le créateur. On va demander à la fois des pièces à titre professionnel, mais aussi à titre privé. Ça peut paraître un peu contraignant, mais c'est-à-dire que si par exemple on a un projet de création d'entreprise avec un rachat d'un fonds de commerce, il faut déjà avoir le bail signé ou une promesse, un protocole signé, un protocole de cession de parts signé si on rachète des parts des actions, des parts ou des actions de société. Voilà, il faut que le business plan soit complètement réalisé avec son plan de financement. À titre privé, les pièces, si vous n'êtes pas client de la banque, c'est classique, hein, c'est pièces d'identité, les extraits de compte aussi à titre particulier, l'avis d'imposition, tout ce qui peut étayer favorablement votre dossier.
En fait, l'approche que peut avoir le banquier dans l'étude d'un dossier, c'est à la fois, c'est l'approche globale, hein, à la fois bien sûr sur le volet professionnel, mais aussi à titre privé. On le voyait tout à l'heure, les solutions qui étaient envisageables si on avait un besoin en fonds de roulement plus important, ben, c'est pour le preneur de projet de pouvoir remettre de l'argent à titre personnel dans l'entreprise. Donc, il est important pour nous de voir si en fait il y a une épargne de sécurité pour le créateur d'entreprise. Sur la méthodologie, très simple, hein, c'est souvent d'entretien d'une heure. Je pense qu'il faut se tenir un peu à un petit cahier des charges, mais très simple, hein, c'est de se présenter sur la base de son CV et mettre en adéquation ses propres compétences par rapport au plan de création d'entreprise. Présenter son activité, notamment sur des activités modernes, où en fait parfois la difficulté pour le banquier, c'est bien comprendre quel sera le métier ou le projet qui nous est présenté en termes d'activité. Donc être pédagogue pour le créateur, en sachant que l'interlocuteur qui est en face de lui, donc son chargé de clientèle, sera sans doute pas le décideur final par rapport au dossier, mais en fait sera son ambassadeur et c'est lui qui défendra le dossier au niveau des différents comités de crédit. Donc il est important que en fait le chargé de clientèle comprenne bien quel sera votre métier et qu'il puisse valoriser et mettre en adéquation en fait vos compétences par rapport au projet de création d'entreprise. Je pense aussi qu'il est important, comme je le disais, d'aller voir de se faire accompagner de son expert-table. Après aussi, vous pouvez tester en fait la robustesse de votre projet avec des réseaux d'accompagnement. Donc les réseaux d'accompagnement, il y en a plusieurs. Hein, je vais en citer 2 ou 3, mais sans volonté d'en choisir un par rapport à l'autre. Vous avez France Active, vous avez Initiative France, des plateformes d'initiatives locales, en fait, qui vous permettent à la fois de tester votre projet sur la constitution du plan de financement, du business plan et du plan de financement, mais aussi un peu de vous redonner à l'entretien, à l'entretien que vous aurez avec votre banquier, parce que vous pouvez avec eux faire des jeux de rôle, un peu de situation, de présenter votre dossier et d'être très à l'aise par rapport à cet entretien qui sera déterminant dans la construction de votre projet. Peut-être pas pour rigoler, mais pour sourire, en fait, les phrases à proscrire ou situations à éviter. Je pense que ce qui va évoquer tout à l'heure Mathieu, en fait, c'est de se dire, il faut éviter les phrases de dire, bah, de toute façon, c'est pas grave, il y a des garanties, et si, en fait, je dépose le bilan, bah, il y a des garanties, puis j'ai un capital social à 1 euro, donc de toute façon, je ne perdrai pas grand-chose. Donc là, il est important que vous puissiez montrer votre... alors là, j'ai un petit problème technique. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si, c'est bon. Alors, je vais continuer oui, parce que je peux le faire. C'est bon, vous m'entendez? Moi, je vois plus l'écran, mais c'est pas grave, je vais pouvoir recontinuer. Donc, j'ai les phrases à proscrire. À ce que je disais, donc peu importe en fait que du preneur n'était pas important. Après, il y avait une autre situation que je voulais décrire avec vous, c'est se faire accompagner ou pas se faire accompagner. Donc certains choisissent de se faire accompagner, soit par leur expert comptable, ou soit dans le cadre d'un réseau de franchise avec un développeur. Pourquoi pas? Par contre, c'est clair que c'est pas l'expert comptable qui passe entre guillemets son examen de passage, ni le développeur, mais c'est vous. Donc lors de cet entretien-là, il faut que vous soyez aussi en capacité de pouvoir en fait défendre votre projet. Voilà, ça se passe souvent de façon conviviale. C'est souvent très agréable aussi pour le chargé de clientèle de découvrir des nouveaux métiers. Alors, ce qu'on vous demandera pas, c'est de savoir tout par cœur. Et en fait, c'est d'être en capacité d'expliquer votre compte de résultat, comment vous avez construit votre business plan, quels seront vos clients, comment vous allez les trouver, de pouvoir apprécier, de montrer que vous êtes un vrai chef d'entreprise et que vous savez, apprécier la justesse de la masse salariale, des choses comme ça. Voilà ce que je voulais dire sur le deuxième point. Après, sur le troisième point, qui est de découvrir les grandes familles de crédit.
Alors, en fait, il faut distinguer deux choses. Hein. En fait, ce qui permet de financer bon, les investissements à moyen terme et puis le court terme. Donc, ce qui concerne les investissements à moyen terme, donc essentiellement le crédit moyen terme. En fait, c'est des crédits, tous les projets de création d'entreprise, en fait, se financent sur 7 ans. Les crédits peuvent être modulables avec des reports d'échéance qui permettent de faire face quand parfois il peut y avoir une difficulté ou un trou d'air au niveau du chiffre d'affaires. Donc, il y a souvent cette possibilité-là qui est offerte sur les crédits. Ça peut l'être sur les crédits immobiliers à titre perso. Les durées, les taux, je dirais qu'aujourd'hui les taux sont très bas. Hein, il faut en profiter. On n'a jamais été dans une situation où les taux ont été aussi bas. Et que en fait, en fonction du montant, les taux sont adaptés. Mais je dirais qu'aujourd'hui, les taux pour les projets de création d'entreprise sont pratiquement du niveau des taux pour les très grandes entreprises. Ce qui n'est pas le cas partout en Europe, mais c'est un vrai avantage en France où en fait les taux sont relativement bas. Donc ce plan de finance, ce crédit moyen terme permet un petit peu de tout financer hein, sans le fonds de roulement. Je vais le voir tout à l'heure où le fonds de roulement on souhaite plutôt qu'il soit financé par de l'apport. Autre solution de financement, le crédit bail. En fait, le crédit bail permet de financer tout bien identifiable. En fait, ça permet de louer le véhicule et au terme du contrat de lever une option d'achat qui permet de faire l'acquisition ou pas du bien. Ça permet aussi de moduler les échéances, de pouvoir faire un apport majoré qui permet de réduire l'impôt sur les sociétés. Donc ça, c'est quelque chose d'assez moderne et qui est pas souvent utilisé, mais qui est très intéressant pour le créateur d'entreprise. Après, il y a des possibilités plus spécifiques de financement, hein, notamment sur les véhicules, où là, vous avez l'allocation d'une durée, en fait, ce qui permet de budgéter un budget pour une typologie de véhicule, pour un usage et pour une durée de kilomètres, ainsi que pour une durée dans le temps. Donc, pour les gens qui se déplacent beaucoup et qui ont besoin de budgéter, ça, c'est une solution intéressante. D'autres solutions, alors par rapport au moyen terme, il y a le court terme. Hein, donc j'ai dit, n'hésitez pas à demander une facilité de caisse. Il est toujours plus facile de la demander au moment de la constitution du dossier que après quand le compte est débiteur. Donc ça, c'est un élément important. N'hésitez pas à demander la constitution la formalisation d'un découvert lors de la construction de votre projet de création d'entreprise. L'escompte, bon, si vous êtes dans le cadre de vos relations professionnelles payées par effet de commerce, l'escompte est une bonne solution. Il y a aussi d'autres solutions assez modernes hein, qui permettent de céder son poste au client, qui sont les solutions d'affacturage. Les solutions d'affacturage qui, jusqu'à peu de temps, étaient encore réservées aux très grandes entreprises ou aux entreprises en difficulté. Ça avait une mauvaise image, mais aujourd'hui qui peuvent être adaptées pour des petites entreprises et des entreprises en création. Voilà ce que je pouvais dire sur les grandes familles de crédit. Un volet sur les garanties. Les garanties, c'est clair. En fait, nous, on demandera, quand on demande un capital social suffisamment important pour montrer en fait votre implication dans l'entreprise, souvent on vous demandera un bout de garantie personnelle. Alors, c'est pas 100% de votre garantie personnelle, mais un bout de caution du dirigeant pour montrer en fait votre investissement et tout l'intérêt que vous portez dans le cadre de votre projet de création d'entreprise. On limite bien sûr ces garanties, d'autant plus que maintenant il y a des solutions de substitution pour partie aux garanties. Vous avez, nous, Réseau des caisses d'épargne, on a une solution interne qui s'appelle GCE Garantie, qui est notre propre société de caution mutuelle qui permet de garantir nos propres clients dans le cadre de leur projet de création d'entreprise ou dans le cadre de leur développement d'entreprise. Vous avez les solutions aussi proposées par BPI France qui sont très intéressantes et innovantes. Il faut savoir que nous, on peut accompagner sur de la création ex nihilo jusqu'à d'avoir une contre-garantie jusqu'à 200 000 euros. Donc c'est assez confortable pour nous de nous accompagner sur des projets de création d'entreprise avec BPI France. Vous avez aussi la CIAJ qui était jusqu'à présent plus spécialisée sur l'activité d'artisanat, qui aujourd'hui s'ouvre à d'autres domaines, aux professions libérales, au commerce. Et vous avez aussi France Active avec des garanties dédiées, notamment des fonds dédiés pour les femmes créatrices d'entreprises. Donc voilà un petit peu ce que je voulais évoquer avec vous sur le crédit, les garanties. Voilà, maintenant peut-être répondre à
aux questions, au chat, si vous avez des questions. Alors, je vais essayer de me reconnecter parce que j'étais pour pouvoir voir le chat. Peut-être Mathieu reprendre quelques instants la Oui, parole, le temps que je me oui, je vais essayer de me reconnecter. exactement. De toute façon, il n'y a pas de questions là, pour l'instant, du coup, en suspens, parce qu'il y en avait une à laquelle j'ai répondu. Je pense que, comme on s'entend toujours, tu dois toujours être connecté, Ouais. mais peut-être que la fenêtre est réduite ou qu'elle est mélangée avec une autre. Je vais voir si ça revient. Je sais pas si vous me voyez ou pas. La caméra est branchée, je Oui, vois. oui, on te voit, on t'entend, donc c'est pour ça que je pense que c'est pas fermé, ça doit être ouvert Voilà, je quelque suis revenu. part. C'est bon? Ouais, c'est bon, je suis revenu. Ok. Du coup, je te laisse parler juste sur Horizon Entrepreneur, peut-être? Alors oui, en fait, on voulait terminer, mais comme je suis un peu que je le voyais pas, en fait, on a fait un guide, hein, les caisses d'épargne ont accompagné ce projet du guide de routard, où en fait, vous trouverez plein de solutions aux questions que vous pouvez vous poser sur la création, sur votre projet de création d'entreprise. Notamment, il y a des fiches pratico-pratiques qui sont très intéressantes. Et vous verrez, je pense que c'est une mine pour le créateur d'entreprise. Donc vous voyez, il y a différents liens où on peut récupérer le guide, les éléments du guide. Par contre, sinon le guide, je pense que, en fait, c'est pas, je pense, c'est vous pouvez l'acheter dans tous les kiosques, à la Fnac aussi, ou aller consulter pour plus d'informations. En fait, vous avez sur notre site Horizon Entrepreneur toutes les informations nécessaires pour trouver bien sûr ce guide. Voilà ce que je pouvais dire sur ce guide aux couleurs de la caisse d'épargne. Et donc j'enchaîne juste moi un petit mot sur la slide suivante en fait. Euh, c'est du coup sur ça compte pour moi. Je vous ai dit tout à l'heure du coup j'étais expert comptable sur un cabinet en ligne qui s'appelle Ça compte pour moi, qui est un cabinet d'expertise comptable mais 100% en ligne. C'est des solutions qui se développent aujourd'hui. Nous ça fait un peu plus d'un an qu'on est lancé désormais, qu'on a séduit aujourd'hui plus de 500 clients, un peu plus d'un an après notre lancement, grâce à un concept en fait qui se veut innovant de par un outil de gestion déjà qu'on met à disposition de notre client, qui est un outil de gestion en ligne, hein, accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, toujours disponible depuis n'importe quel terminal connecté à Internet, avec en fait un tableau de bord, avec un module de facturation, avec la possibilité donc de transmettre tous les éléments à l'expert comptable, d'avoir des chiffres en direct, en temps réel. Je rentre pas dans le détail, mais en temps réel, son chiffre d'affaires, son sur le trésorerie, plein de d'indicateurs budgétaires sur son activité. On a la possibilité de faire un budget, la possibilité d'avoir un coffre-fort numérique, plein de choses comme ça. Au-delà de ça, bien sûr, au-delà de sous-outils, bien sûr, vous avez une équipe dédiée chez nous, de collaborateurs comptables et un expert comptable, bien sûr, qui s'occupe de votre dossier, qui sont là physiquement hein, pour vous aider et vous accompagner tout au long de l'année euh, dans toutes vos problématiques de gestion d'entreprise. On a diverses offres en fait du coup qui sont packagées selon vos besoins. On a des offres pour les créateurs notamment en fait je pense vous concernent aujourd'hui, qui sont en fait justement, on en parlait tout à l'heure du business plan. Donc on a des business plans à 104 vous le voyez là, 189 euros. Les offres pour les créateurs donc aussi, mais avec un rendez-vous avec l'expert comptable. Les décollages premium en fait c'est l'accompagnement du créateur sur tout au long de la comptabilité du premier exercice, plus un rendez-vous projet pour définir justement les statuts juridiques dont on parlait tout à l'heure, faire toutes les, euh, les optimisations possibles. Et puis après, on a des solutions bien sûr pour les salariés. Bon, j'en passe, hein, c'était vraiment de façon très synthétique. Euh, on fait aussi bien sûr tout ce qui est immatriculation et rédaction de statuts. Voilà, c'était vraiment pour parler rapidement sur ça compte pour moi. Si vous avez besoin de plus d'infos, si ça vous intéresse, vous allez sur notre site www.sacomptpourmoi.fr et vous aurez toutes les infos que vous souhaitez, même le numéro de téléphone si vous souhaitez nous appeler. On est basé à Toulouse, même on a des clients dans toute la France. C'est la magie du concept du cabinet en ligne. Donc voilà, n'hésitez pas à venir vous renseigner pour autour de ce cabinet en ligne.
Je vois qu'il y a des questions, peut-être plus pour Gilles. Alors, moi, je Je vois pas te de questions, laisse donc répondre. Tu les vois pas? je ne vois pas de Alors je questions. vais te les... Non. Alors, pour la création d'une entreprise de recherche et développement, il faut prévoir un besoin en fonds de roulement important. À toi dessus. Euh, Ah oui, je pense que, en fait, c'est clair. Sur la recherche et développement, en fait, je pense que l'essentiel du plan de financement, c'est du besoin en fonds de roulement. D'où la difficulté pour ce type d'activité à se faire financer. Plus il y a plus on a de recherche et développement, plus il faut un besoin en fonds de roulement pardon, important. Définir le montant, je sais pas, mais c'est peut-être 80%. Quoi. Voilà Hmm. un petit peu la réponse que je pouvais apporter. Euh, Et l'autre question, que pensent les organismes de financement des solutions comptables en ligne? une très bonne solution. Non, après c'est nous aussi on essaie d'avoir en fait la banque en ligne existe. Hein. On peut imaginer que demain on sera de plus en plus dans le digital. Donc tout à l'heure Mathieu, tu évoquais le fait d'être en fait un cabinet en ligne. Nous c'est vrai on a assis notre développement sur un réseau d'agences. Mais je n'exclus pas demain le fait de pouvoir monter des dossiers de crédit pour des porteurs de projets avec des technologies modernes comme celles qu'on utilise aujourd'hui pour pouvoir Hmm. communiquer. Donc je pense que l'avenir est plutôt par là que sur en fait des choses assez traditionnelles. Du coup, je continue à te lire les questions. Quelle solution pour le financement optimal de l'immobilier professionnel? Entre parenthèses, acquisition des murs. Prêt immobilier classique. Point d'interrogation. Alors, quelle solution pour le financement optimal de, alors ça Tu apparaît peux voir quelle les solution pour le financement questions. optimal de l'immobilier professionnel, acquisition des murs, pré-IMO classique. Alors, souvent on voit que sur l'acquisition, alors si je comprends bien, en fait, le financement de l'immobilier professionnel est une bonne solution. Après, de savoir s'il faut le faire en même temps que son projet de création d'entreprise, je sais pas. Après, c'est vrai qu'à la réflexion, les créateurs d'entreprise, souvent, ils voient qu'en fait, la somme qu'ils mettent dans un loyer, bah, c'est la somme pratiquement la même somme qu'ils mettraient dans un crédit. Donc, quand on est chef d'entreprise, on a envie de capitaliser et en fait plutôt de rembourser un crédit pour devenir propriétaire que plutôt de payer un loyer. Après, je dirais, ça peut être une bonne idée, mais peut-être pas tout conjuguer en même temps. D'autant plus qu'en fait l'acquisition des murs est souvent on fait des murs minimum. Alors des murs professionnels, on n'est pas sur des murs comme à titre privé, on est plutôt sur des durées de 12 à 15 ans. Le pré-IMO classique, on est plutôt sur du 15, quoi. On peut de 12 ans, mais on peut aller jusqu'à plus de 20 ans. Voilà, je dirais on peut le faire sur des durées différentes, mais peut-être pas tout en même temps au début. Surtout si on est créateur. Après, si c'est un deuxième ou troisième projet, c'est plus facilement appréhendable. Voilà, en sachant que nous, on a avec notre société de caution mutuelle, une société qui s'appelle la caution Immopro, qui évite de prendre une garantie hypothécaire sur les murs dès lors qu'on a un projet sur les murs professionnels. Voilà ce que je pouvais répondre. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais c'est comme ça que j'ai compris c'est comme ça que j'ai compris Hmm. la question. Euh, pour l'autre réponse, pour l'autre question, je vais m'y coller dans le sens, pour un gérant majoritaire, c'est mieux de prendre un salaire ou des dividendes. Donc j'imagine gérant majoritaire, donc on a dit tout à l'heure, SARL, vous êtes travailleur en salarié. Comme je l'ai dit, ben, clairement, le calcul est très très rapide. C'est que vous allez prendre un salaire, il va être soumis à cotisation sociale et impôt sur le revenu et être déductible de votre résultat euh, du résultat de la société. Dans le cas des dividendes, vous allez prendre quasiment la plupart du temps cotisation sociale, en tout cas sur on a dit la fraction de la 10% du capital, donc qui est généralement du coup assez vite atteinte. Vous allez prendre l'impôt sur le revenu, même s'il y a un abattement de 40%, mais pourquoi il y a un abattement? C'est parce qu'il y aura eu de l'impôt sur les sociétés avant pour avoir généré du bénéfice. Donc l'un dans l'autre, si on fait le calcul, la rémunération, enfin le salaire, pour un genre majoritaire, reste plus avantageuse dans le sens où on va avoir un impôt global moins important. Après, il faut faire le calcul hein, pour vraiment s'en rendre compte. Il faut faire le calcul
pour faire le calcul de précis. Mais sachant que le salaire nous permet aussi de cotiser, d'avoir des prestations sociales et donc voilà, d'avoir une retraite, etc. Le salaire va s'avérer la solution la plus avantageuse. La plupart du temps, attention, calcul à faire, mais bon, je vous dis ça, à mon avis, sans faire le calcul. Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour des questions. Oui. Non, c'est bon. Bon, on a fait le tour des questions, donc j'espère déjà qu'on a bien répondu du coup à toutes vos questions, à vos attentes sur ce webinar, sur le thème de la création d'entreprise et de son financement. Euh, alors, je vois qu'il y a des personnes qui sont en train d'écrire. Est-ce que c'est des questions supplémentaires? Non, non. Donc merci à vous aussi. Merci beaucoup pour nous. J'ai oublié de dire qu'avec dividende, part de cotisation, retraite. Oui, c'est justement oui, c'est ce que je vous disais justement, c'est que les dividendes ne vont pas vous permettre de cotiser. Donc, enfin, vont pas vous permettre. Si, indirectement. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais si vous voulez, mais parce que comme vous cotisez, euh, euh, enfin, à partir du moment où vous versez au RSI, ça va vous permettre de cotiser, mais c'est vrai que pas pour la retraite. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, justement. Pourquoi il faut privilégier le salaire, notamment pour ça. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis sur ce webinaire. Merci Gilles. Merci Mathieu. Et puis, du coup, on vous souhaite une très bonne journée. Et puis, peut-être à très bientôt.